Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce magnifique lieu. Est-ce que c'est la première fois que vous venez dans cette bibliothèque? Bon, c'est magnifique. C'est vraiment un très bel endroit. On a beaucoup de chance. Je m'appelle Thierry Keller, je suis journaliste et je vais modérer cette table ronde avec 3 brillants invités. Comment gouverner dans des temps incertains? Et si nous étions la dernière génération d'êtres humains sur la Terre? Et si c'était enfin la fin du monde? Et si l'accumulation des crises, on ne va pas toutes les citer, c'est au cœur de ces 2 jours de la Cité de la Réussite, et si cette accumulation nous avait déboussolés à tel point qu'il était devenu quasi impossible de mener la barque, le vaisseau Terre, comme dirait Thomas Pesquet, vers plus de progrès, plus de bien-être, ou tout simplement vers sa propre survie. Comment gouverner quand les choses sont imprévisibles? Comment gouverner quand le discrédit, comme dirait Christian Salmon dans un de ses derniers livres, a enseveli le débat public? Bref, comment on fait face, comment on essaye de ne pas couler, voire de rédiger de nouvelles pages de l'histoire du monde. Des débats à la fois très concrets et très métaphysiques qu'on va avoir avec nos 3 invités. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Marie Humblot Ferrero. Bonjour Marie. Directrice associée au BCG, le Boston Consulting Group. Comment on conseille des dirigeants aujourd'hui et qui conseille les conseillers? Et comment les grandes entreprises aujourd'hui, et pas seulement les grandes d'ailleurs, mais peuvent-elles naviguer dans ces temps incertains? Jean-Marie Le Gall, bonjour, bienvenue parmi nous. Je ne dirais pas que tu es le régional de l'étape, mais presque, un petit peu quand même. Hein, prof parisien, on est chez toi, donc merci, c'est très sympa. Très, très convivial en plus. Alors, tu es plein de choses dans la vie, mais surtout historien, professeur d'histoire, président du jury d'Agrég. Je cite 2 de tes livres qui ont spécifiquement inspiré cette conférence et qui ont sans doute fait que tu as été casté à juste titre pour répondre à mes questions et aux questions du public. Au péril des guerres de religion, hein, en 2015, avec Denis Crouzet qui était écrit dans l'immédiat après Charlie. Et puis comment la confiance vient au prince, plus récemment, hein, en 2023, avec Claude Michaud sur le concept, je dirais, assez romanesque de la rencontre. Et qu'est-ce qu'une rencontre entre chefs d'État? C'est pas du tout on se serre la main et ensuite on participe à des agapes, c'est qu'on se rencontre, on se confronte, on se fait la guerre et voire on s'empoisonne. Et donc cette ambivalence des rapports de ce qu'on appelle récemment le concert des nations, c'est quelque chose que tu as étudié sur la période historique qui est celle sur laquelle tu enseignes, hein, la Renaissance au sens large. Donc on aura peut-être tout à l'heure un débat de spécialistes sur quand commence la Renaissance et quand est-ce qu'elle termine. Certains disent même qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle Renaissance. Et puis, juste à côté de toi, Bernard Spitz. Bonjour, merci d'être avec nous, Bernard. Alors, j'avais 17 feuilles de CV pour Bernard, je l'ai résumé à une.
On peut dire que tu es à la fois haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise. Tu as dirigé la Fédération française de l'assurance pendant 3 ans, entre 2000... Combien? 15 ans. Ah ouais, quand même. Bon, oui, j'ai des très mauvaises fiches. J'aurais dû encore plus délayer. Mais c'est important de parler d'assurance parce que les assureurs financent et assurent le risque. Or, aujourd'hui, les risques sont multiples, hein, cyber, géopo, climatique, et j'en passe. Tu me dis si je me trompe, tu es encore président du pôle international et Europe du MEDEF? Non plus, très bien. Tu t'appelles Bernard Spitz? Ça, c'est vrai. Tu as été au cap de Michel Rocard à Matignon, donc 88-91, auteur de plusieurs essais et de romans. Hein? Meurtre à l'ENA, c'est toi? C'est bien ce que je me disais. Et comme il est indiqué sur la grande biographie qui nous a été à tous livrée, tu as cofondé les GRAC. Alors les GRAC, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un think tank qui date de quoi? 2007 2007. Là, c'est moi qui ai raison. En gros, pour les gens raisonnables, tu es un tiers de confiance entre la gauche et la droite, je dirais. Pour les gens de gauche radicales, tu es un traître, un affreux social-libéral. En revanche, pour tout un tas de gens qui cherchent à réfléchir, là je deviens ultra complaisant à l'avenir du monde ou de la France. L'idée est de créer une zone de rationalité pour embarquer le pays vers des jours meilleurs. Alors, on va donner la parole à tout un panel d'étudiants qui sont ici au premier rang et qui m'ont mâché le travail. Les mauvaises fiches, c'est eux, vous savez ce que c'est qu'aujourd'hui les jeunes. Je plaisante, vous êtes brillants. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de poser vos questions. Et puis évidemment, mesdames, messieurs, je vous donnerai la parole dans une troisième partie de table ronde et on terminera pile à quelle heure? À 12h30, c'est ça, hein? Alors, ma première question va évidemment à l'historien, cher Jean-Marie. Comment se caractérise la période dans laquelle on vit? J'ai un peu l'impression... Oui, il marche. J'ai un peu l'impression que parfois on se dit que ce que l'on vit en tant que sapiens du XXIe siècle est totalement inédit. L'accumulation des crises, hein, la pandémie, le climat, la géopo, la destruction de la biodiversité, le populisme, que tout ça s'accumule. Et en même temps, on a une petite tendance généralement à se tourner vers le passé pour essayer de comprendre ce qui va nous arriver. Sommes-nous en 1788? Sommes-nous en 1938? Il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, y compris très sérieux. Alors Jean-Marie, qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que tout ce qui nous arrive est neuf? Bon, alors, il faut toujours dire d'où on parle. Je suis historien, c'est-à-dire pas seulement et avant tout pas spécialiste du passé, mais spécialiste du temps. C'est le rôle d'un historien. Ce n'est pas d'être spécialiste du passé, puisque, après tout, ce que nous vivons aujourd'hui sera dans une heure du passé. Donc, l'historien est spécialiste du temps. Ce qu'il sait aussi, c'est qu'il n'est pas prophète. Et il n'y a pas, en quelque sorte, de loi de l'histoire. En revanche, le temps a plusieurs épaisseurs. Fernand Braudel l'avait théorisé. Le temps court, le temps intermédiaire, le temps long des structures. Et je pense que l'histoire, qui ne peut pas prédire ce qui va advenir, peut en revanche nous aider à retenir certaines leçons de l'histoire. Mais ça, on le sait très bien. Bossuet disait, quand bien même l'histoire serait inutile, il faudrait l'apprendre au prince, mais on sait très bien que les historiens tirent des leçons de l'histoire que personne n'a jamais suivies. Alors justement, sur ton introduction, nous vivons un temps inédit. Moi, je vous dis tout de suite, nous ne sommes pas les premiers à vivre sur Terre et nous ne serons probablement pas les derniers. Donc, un peu moins d'égocentrisme et de narcissisme. Oui, nous vivons des catastrophes. Eh bien, vous croyez qu'en 1348, lorsque 40 à 50% de la population est passée au cimetière à cause de la peste noire, c'était pas la catastrophe. Donc, voilà, il y a des leçons que l'on peut tirer de l'histoire.
sur, par exemple, la profondeur des territoires, la capacité d'un État qui, en apparence, est marginalisé, bien, à endurer. Je pense, par exemple, à la situation de la Russie. Quand on sait ce qu'est l'histoire de la Russie, ce qu'elle a subi en 1941, etc., on se dit que oui, on peut décider de l'isoler, mais il y a une réalité géographique et la profondeur du territoire, sa capacité à commercer, bien qu'elle soit en quelque sorte soumise à des sanctions. Et donc oui, on peut retenir un certain nombre de leçons de l'histoire, sans prophétiser ce que sera l'avenir. Je retiens quand même que tu as dit que nous ne serions probablement pas la dernière génération d'êtres humains sur Terre. C'est totalement flippant quand même, ce probablement-là. Et je trouve que... Mais parce que bien des gens avant nous ont vécu dans l'idée que la fin du temps était proche. Voyez la Florence de la fin du XVe siècle avec Savonarola, voyez le milieu du XVIIe siècle, lorsqu'on a à la fois la Fronde, la Révolution anglaise, la crise à Naples, des phénomènes de messianisme même qui véritablement travaillent l'Europe. Les gens sont persuadés que l'Apocalypse est proche, le retour du Christ, le jugement dernier. Donc, alors, je dirais que d'autres sociétés ont déjà vécu ça et nous devons nous inspirer. C'est ça les leçons de l'histoire. C'est pas prophétiser l'avenir, mais de se dire que des gens ont vécu avant nous, ont été confrontés à des situations. Vous croyez que la France en 1940, c'était une situation qui n'était pas flippante? Oui, pardon pour le terme. Vous croyez que la Russie en 1941, c'était pas une situation flippante? Voilà. Bon, donc voilà, il faut peut-être essayer de positiver les leçons de l'histoire. Ok, merci beaucoup. Bah, c'est une bonne première prise de parole. Merci. Merci de me rassurer. Marie Humblot-Ferrero, je le disais, tu es directrice associée au BCG, donc gros cabinet de conseil, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Tu accompagnes les entreprises dans leur réflexion, et Dieu sait si les entreprises aujourd'hui réfléchissent, elles sont contraintes par la situation à réfléchir, et donc, mais aussi à prendre des décisions. Tu as écrit pour le BCG une étude qui s'appelle, alors pardonnez mon anglais, Why the World Needs Generative Leaders. Ce serait intéressant qu'on revienne après sur le concept de leader génératif. On parle d'intelligence artificielle générative et tout à coup, l'adjectif se pose sur l'être humain. Les patrons, aujourd'hui, je dis les patrons, hein, mais les dirigeants d'organisation sont confrontés à de multiples injonctions. Certaines peuvent évidemment être contradictoires. On leur demande d'être ultra compétitifs, hein, face aux États-Unis et à la Chine, référence au rapport Draghi, hein, qui explique que nous, l'Europe, ça y est, c'est fini, enfin, à condition de. Injonction à être le plus RSE compatible, hein, la responsabilité sociale, environnementale, mais aussi savoir gérer ses talents, recruter, conserver. Comment on fait quand on est un dirigeant et quand on conseille un dirigeant pour se repérer dans cette jungle d'injonctions contradictoires, Marie? Alors, c'est pas simple. J'aime beaucoup l'échange et on avait démarré cet échange avant sur l'histoire parce qu'en effet, il y a eu des périodes où on s'est senti sans savoir quoi faire, un peu démunis. Et c'est vrai que Covid a apporté une espèce d'inconnu assez fort pour un certain nombre de dirigeants. Peut-être se dire quand même que ce qui nous semble inédit, même s'il y a probablement eu des moments dans l'histoire qui étaient identiques, mais ce qui nous démunit aujourd'hui, c'est la multiplication et la superposition des crises. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment, en tout cas dans ce qu'on connaît ou dans l'histoire proche, que c'était plutôt une séquence de crises. Et là, les choses, elles se multiplient, comme tu le dis. Le climat, le RSE, les risques, la géopolitique, etc. Tout ça se multiplie. Et puis, il y a des choses qu'on a oubliées parce que ma génération a finalement connu assez peu de guerres, enfin de guerres très fortes, de guerres mondiales. On l'a lu dans l'histoire, mais enfin le vivre et le lire, c'est un peu différent. Donc, il y a cette superposition. Il y a un autre élément qui est qu'on a perdu au fil du XXe siècle et du XXIe siècle un certain nombre de ce que je qualifierais d'unités.
des unités d'action, des unités de temps, des unités de lieu. C'est-à-dire que les unités d'action, on est passé avec la mondialisation et la globalisation d'une multi-régionalité, multi-pays à un monde complètement global. On est en train de revenir aux régions, mais on a perdu cette unité d'action. On a perdu l'unité de temps avec les communications, avec Internet, avec les emails, c'est-à-dire qu'avant, on recevait des fax, on recevait des courriers, on avait le temps de répondre. Cette unité, elle est perdue, on est dans l'immédiateté. Et ça s'accélère avec les réseaux sociaux. Et ce que Covid nous a fait perdre, entre guillemets, c'est l'unité de lieu, c'est-à-dire qu'on est passé d'une colocalisation du travail, même si à nouveau les entreprises étaient internationales et mondiales, mais quand on regarde, quand même, c'était plutôt une multiplicité d'endroits où on travaillait, à un travail mondialisé. On est dans le monde du télétravail, et donc on n'est plus du tout dans une colocalisation permanente. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, hein, c'est pas ni bien ou mal, c'est une évolution qui, du coup, crée une incertitude parce qu'il faut construire une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'échanger, une nouvelle manière d'être dans le monde. Donc ça, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est déjà poser des mots sur ce qu'on voyait pour avoir une compréhension peut-être plus fine avant d'y apporter des réponses. Ensuite, sur le leader génératif, alors vous dire déjà que ce terme, nous, on l'avait posé avant l'IA générative. On s'est posé beaucoup de questions sur le fait de est-ce qu'on le change, on ne le change pas. Bon. L'idée du leader génératif, c'est qu'il se pose la question de savoir comment est-ce qu'il laisse le monde qu'il trouve dans une meilleure situation à la suite de son action. Bon, faut être humble hein, face à cette demande et à cette ambition. Je ne veux pas prendre longtemps la parole, mais simplement vous dire que là, il faut sortir du paradigme du leader qui est un héros, qu'on a tous et qu'on est encore dans notre éducation, je pense, française, on est poussé à ça. Il faut avoir des réponses. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut donner un cap à ses employés, à son entreprise. Et nous, ce qu'on pense avec ce leader génératif, qui apportera effectivement une vision, on travaille sur la tête, le cœur et les mains, il va donner une vision, un axe, une orientation. Il va donner avec ce qu'on appelle les mains un plan de travail, une organisation, et avec son cœur, et ça c'est quand même pas nouveau, mais on a quand même toujours un peu de mal quand on voit des grandes transformations d'entreprise. La stratégie et les plans d'action sont souvent très bien faits. La partie plus empathique, de considération vis-à-vis de ses employés, d'engagement, de purpose, de raison d'être, tout ça c'est des mots qui se sont développés et des concepts qui se sont développés ces dernières années, mais je peux que vous encourager à le faire beaucoup plus, donc on est là-dedans. Mais surtout, s'il faut retenir quelque chose, c'est que c'est plus un leader tout seul. Ça ne doit plus être un leader tout seul, c'est une équipe. Une équipe comme un sport. Chacun va avoir une compétence particulière, chacun va avoir un rôle particulier. Et ce n'est pas l'un avant l'autre. Évidemment, le leader et le chef d'entreprise est un primus inter pares, c'est plus que ça. Il a à décider un certain nombre de choses. Néanmoins, il n'est pas seul. Et le fait de se dire qu'on n'est pas seul, le fait de se dire qu'on peut compter sur l'intelligence collective, nous, au BCG, c'est comme ça qu'on travaille, en réalité. Pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui demande un exercice d'humilité et un exercice d'écoute et d'empathie qui est extrêmement fort, qui, en temps de crise, peut être plus difficile parce qu'on est chacun soi-même en sujet de la crise. Alors, Bernard, avant de vous reposer à tous les deux et de vous demander de rebondir sur ce leader d'aujourd'hui et de demain, peut-être un mot sur la caractérisation de cette époque. Je disais, tu es à la croisée de deux mondes qui finissent par beaucoup dialoguer, ne serait-ce que parce que, et Marie vient de le montrer, l'entreprise réfléchit, pense. Je ne dis pas qu'elle ne le faisait pas avant, mais voilà. Qu'est-ce qui est en train de se passer et est-ce que c'est si inquiétant que ça, voire effrayant? Non, enfin, d'abord, merci de nous avoir invités pour parler de ces questions. C'est une salle magnifique. Je veux dire que c'est assez impressionnant de voir la salle comme ça, parce qu'on ne voit pas les visages, mais on voit que toutes ces lampes alignées dans cette salle.
assez unique, hein, comme c'est gentil de nous avoir reçus chez toi. Pour revenir sur ce que disait Jean-Marie, il relativisait les choses en s'appuyant sur le temps. Moi, je vais juste dire un petit mot aussi en s'appuyant sur l'espace. Parce que le débat que nous avons aujourd'hui, si on l'avait à Jérusalem, Sarajevo, Pékin ou Bogota, je ne suis pas sûr qu'il se ferait, pas dans la même salle, mais certainement pas avec les mêmes références. Il y a cette très jolie chanson de Maxime Le Forestier, né quelque part, qui dit tout à fait ça, cette façon qu'on est forcément marqué et par l'environnement qui est le sien, les priorités qui sont les siennes. Moi, je relativise complètement l'idée de l'incertitude. On a toujours été dans l'incertitude. Ça n'existe pas, l'idée de la certitude. Qui est certain de quoi? De rien. Le paysan, à toutes les époques, il est tout à fait incertain sur ce qui va se passer en termes de météo. Alors, ce qui est différent, c'est qu'on a aujourd'hui à la fois une plus grande vision, en tout cas nous, ici et maintenant, on a une plus grande vision, un plus grand spectre des éléments qui viennent alimenter notre incertitude et plus d'instruments pour essayer d'y répondre. Enfin, ça ne change rien au fait qu'on vit dans des périodes d'incertitude. Et je crois que ce qui caractérise peut-être, ce qui fait la caractéristique de cette époque, et encore une fois pour nous, parce que ce serait vécu de façon tout différente, je pense qu'on aurait eu exactement les mêmes types d'interrogations à tous les siècles, c'est le fait qu'il y a des moments qui sont des moments de bascule. On vit toujours avec l'incertitude, mais à un moment, il y a une accumulation qui se produit dans un domaine quelconque et les choses se cristallisent. Et là, on a le sentiment qu'on est en train de basculer. Et il y a les gens qui ne comprennent pas forcément la nature de ce basculement, c'est très anxiogène. Il y a les gens qui le comprennent, mais qui ont peur d'être les losers de ce changement. Et c'est ça qui explique les choses. Vous savez, je dis ça avec humilité dans ce lieu, mais mon souvenir d'étudiant, c'est que le mot crise vient du grec crisis, qui veut dire l'instant de la décision. C'est le moment où ça bascule. Et on voit qu'aujourd'hui, sans doute plus que pour notre génération, ou les quelques générations qui sont dans cette salle, plus que depuis 10, 20, 25 ans, on est dans des éléments de bascule. Bascule géopolitique, avec ce qui se passe, la remise en cause, le questionnement de l'Occident. Repensons à tout ce qu'on disait sur la globalisation heureuse il y a encore pas si longtemps, et aujourd'hui ce qu'on appelle le global south. Enfin bref, cette espèce d'alliance de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est une hostilité à l'Occident pour des raisons historiques, politiques, circonstancielles, de rapports de force, etc. Ça n'a rien à voir avec ce qui était déjà le même sujet à l'époque de Bandung et des non-alignés des années 50. Mais c'est simplement, là, les choses ont basculé. À l'époque, tout le monde s'en foutait. Bon, les choses ont basculé. Sur le plan technologique, j'y reviens pas, évidemment, avec l'IA, il y a le même type d'interrogation et de questionnement. On va avoir le sommet mondial de l'IA en février en France l'année prochaine. On va avoir toutes les questions qui tournent autour de l'IA. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Il y a le basculement climatique qui, oui, alors c'est vrai qu'il y a déjà des tas de catastrophes qui se sont produites à bien des époques. On pensait que le ciel allait nous tomber sur la tête, mais là, il y a une rationalisation, une compréhension des choses et en même temps une espèce d'incertitude sur notre capacité à l'affronter. Et on voit bien qu'on fait des allers-retours et que c'est à la fois le national, continental, mondial et qu'on est de plus en plus conscient et de plus en plus incertain sur la façon d'y répondre. Et puis il y a le basculement politique qu'on peut vivre à différentes époques et qui aujourd'hui prend Bon, on pourra y revenir si vous le voulez plus tard. Bref, tout ça, on sent bien qu'on est en train de changer et c'est ça qui est créateur. Donc c'est à la fois un élément d'incertitude et de certitude. Les choses dont on ne savait pas trop l'importance qu'elles allaient prendre, elles se cristallisent pour dire, oui, maintenant le monde sera... Il y avait l'avant, il y avait l'après. Ça ne commence pas le 30 janvier, c'est pas le machin de l'an 2000, là, le bug de l'an 2000, mais c'est toute une série de bugs, et voilà, il s'agit de les appréhender du mieux possible, et les assureurs, oui, parmi d'autres, leur métier c'est d'appréhender le risque. Alors le risque, c'est pas tout à fait l'incertitude, mais c'est pas loin, et donc ils ont des instruments pour ça, mais je dirais juste pour finir, pas être trop long, c'est que moi j'avais mis en place il y a quelques années un baromètre de perception du risque, c'est-à-dire qu'on interrogeait une population censée être compétente. Enfin, c'était pas un des sondages faits dans toute la population, c'était un sondage qui était fait dans la population des gens travaillant avec l'assurance, dont c'était le métier. Et donc, quelles étaient leurs perceptions des risques. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles changeaient chaque année et qu'ils étaient tout à fait suiveurs.
C'est-à-dire qu'il ne devançait jamais l'affirmation d'un problème, il suivait. Donc, quand il y avait des problèmes sociaux, il disait « Ah, ben, le risque social, c'est important ». Et mais par exemple, il y a des constantes, parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes catégories, hein, entre le cyber, les risques géopolitiques, le risque climatique, etc. On les retrouve toujours, mais dans un ordre différent selon l'actualité, ce qui montre que les gens n'anticipent pas. Et donc, on en reparlera aussi. Une des façons de répondre à la certitude, c'est d'anticiper et d'essayer d'avoir les instruments qui vont bien pour ça. Jean-Marie, tu demandes la parole. Oui, parce que Bernard a évoqué un certain nombre de basculements. On a à peu près le même âge, je pense, donc on a connu le basculement de 74, ensuite on a connu le basculement de la chute du mur de Berlin. Tu veux parler de l'élection de Giscard d'Estaing, bien sûr? Non, la crise de 74, le choc pétrolier 73-74. Premier basculement que j'ai connu dans mon existence. Ensuite, on a connu quand même le basculement, c'est-à-dire la chute du mur. Et puis ensuite, on a quand même connu un autre basculement, c'était la chute des 2 Twin Towers, hein, qui a quand même fait basculer le monde dans un autre environnement. Donc, des basculements, on en connaît. Paradoxalement, il y a l'incertitude. Est-ce que ce basculement va être plutôt en notre faveur ou plutôt en notre défaveur? En 89, on était persuadé, du moins dans cette partie du monde, que ça y est, c'était la fin de l'histoire et qu'on ouvrait la globalisation heureuse. Alors, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que quand on regarde les leçons de l'histoire, des basculements, des périodes de crise, il y en a déjà eu avant nous. La crise, c'est le moment, en termes médicaux, comme tu l'as rappelé, c'est le moment du retournement. C'est un terme médical, c'est-à-dire si on va basculer dans la rémission de la maladie ou au contraire dans la mort. Donc c'est un moment charnière. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, l'humanité n'a jamais été aussi dotée de connaissances. C'est-à-dire on a énormément de savoir. À se demander, même si ces savoirs, finalement, ne finissent pas par nous plonger dans un état d'anxiété qui fait qu'on ne sait pas les mobiliser. Et moi, le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été autant informé, avec des moyens intellectuels, des moyens de communication, pour, en quelque sorte, faire face aux problèmes. Et dans le même temps, on vit dans ce que tu as décrit au début, c'est-à-dire cette angoisse. Alors, sur la conception de ces leaders génératifs, moi, il y a un contraste entre ce que tu viens de dire et puis le fait que j'ai l'impression que quand même, ce qui caractérise aujourd'hui les chefs d'État, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de concentration. Enfin, que l'on prenne M. Poutine, que l'on prenne M. Trump, que l'on prenne aussi le management à la française. Aujourd'hui, enfin, pour avoir été quand même très impliqué l'année dernière dans un projet de réforme de l'enseignement, tout remonte au PR. On n'imagine pas, j'avais dit à un journaliste, on n'imagine pas De Gaulle s'occupant de la réforme du CAPES. Tout remonte au PR. Ça me semble un peu contradictoire avec cette idée que le management moderne serait un management moins vertical, plus horizontal, parce que ce que je constate dans le fonctionnement, j'ai quand même des responsabilités dans cette université, c'est quand même un modèle qui déteint à tous les échelons l'hyper-présidentialisation, le fait que c'est une personne qui décide. Oui, ce débat t'échappe, je vais répondre. Moi, j'adore quand le débat m'échappe. Allez-y. Je ne veux pas lancer de polémique aujourd'hui, c'est peut-être ça le problème. Dans notre vision est assez ancienne, nous on a travaillé avec un sociologue chez nous, Yves Morieux, qui était un disciple de Crozier. En fait, on peut débattre des organisations verticales et horizontales, mais il y a quelques principes. C'est-à-dire que celui qui décide, normalement, c'est celui qui est au plus proche de la connaissance de la décision qui va être prise. En tout cas, c'est lui qui articule, qui factualise les différentes options. Et en général, plus on remonte dans l'entreprise de là où vraiment on a la connaissance, moins la décision va être bonne. Alors, c'est probabiliste, hein. Mais en général, il vaut mieux que les gens qui aident à prendre la décision soient proches de celui qui prend la décision. Donc c'est là où, en fait, effectivement, il vaut mieux la délégation.
elle a ses intérêts dans ce sens-là. Ensuite, sur vertical versus horizontal, ne me mécomprenez pas, il faut un chef. Moi, parfois, je dis à mes clients, quand je vois qu'il y a énormément de débats, c'est pour un peu marquer les esprits, c'est pour prendre une décision, il faut un nombre impair, et 2, c'est déjà trop. Enfin, à un moment, il faut quand même quelqu'un décide. Il faut arrêter les itérations. Souvent, quand ça commence à itérer, quand on commence à ramener plus de gens, c'est qu'on est inquiet, c'est qu'on a perte de confiance, c'est qu'on veut pas... Et donc là, il faut s'arrêter et se dire, bon, je vais peut-être prendre 3 semaines de plus, mais éviter ce côté engrenage. Donc il faut un chef. Mais il faut que ce chef ait l'humilité de comprendre quelles sont ses zones de compétences et quelles sont les zones où il n'est pas compétent. Et ça, c'est OK. C'est OK de dire qu'on ne sait pas, et de s'entourer de personnes qui vont apporter cette compétence et qui vont travailler en équipe. Alors moi, je vais faire un parallèle, mais pardonnez-moi parce que je suis nulle en sport et en sport collectif, mais je comprends quand même que dans des équipes de foot, de rugby, etc., chacun a un rôle. Et quand une personne sort de ce rôle, on appelle ça le dépassement de fonction. Voilà, en général, le coach, il n'est pas content. Bon, en entreprise, il faudrait que ça soit un peu pareil. Quand quelqu'un sort et prend une décision qu'il n'aurait pas dû prendre et fait une échappée un peu comme ça, en général, il ne faut pas être content parce que même si c'était une bonne chose, si ça devient systématique, ça crée une espèce d'incertitude sur le terrain de jeu de l'entreprise qui fait qu'on ne sait plus quoi faire. Donc pour revenir à ton point, en entreprise en tout cas, parce que je ne me permettrai pas de parler de politique ici, mais en entreprise, une remontée d'informations systématique pour que ce soit le dirigeant qui prenne la décision, ça crée une inertie, ça crée des processus administratifs extrêmement forts. Et donc, il vaut mieux chercher à se dire où sont dans l'entreprise ce que nous, on appelle des intégrateurs, des gens qui ont à la fois le pouvoir et l'intérêt de prendre la décision. Le pouvoir, c'est-à-dire qu'on leur a délégué ce pouvoir de décision, et ils ont intérêt de le faire parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle, nous, des boucles de feedback, c'est-à-dire que s'ils font mal, ils le voient tout de suite et ils ont la capacité de réajuster. Et ça, c'est hyper important pour un bon fonctionnement d'entreprise. Bernard, tu voulais réagir ? Oui, en fait, là, on a basculé le débat sur la question du leadership et donc de la réponse à la gestion, gouvernail, qui tient le gouvernail en matière d'incertitude. Et Jean-Marie prend l'exemple politique, Marie celui de l'entreprise, moi je suis un peu entre les deux. Je pense qu'il y a des choses qui sont communes, c'est-à-dire, mais en même temps, tout dépend du contexte. Les choses qui sont communes, c'est que dans les moments, et c'est le thème de ces 2 jours, c'est d'inspirer confiance. Si on n'inspire pas confiance à ses salariés, si on n'inspire pas confiance à ses actionnaires, si on n'inspire pas confiance à ses clients pour l'entreprise, si on n'inspire pas confiance à ses citoyens et à ses administrations pour l'État, évidemment, ça ne va pas bien marcher. Et évidemment que les qualités qu'on demande à un chef de gouvernement quand on est en 41 et qui s'appelle Churchill, ce n'est pas les mêmes que celles qu'on demande quand on fait la reconstruction industrielle et qui s'appelle Pompidou. Et d'ailleurs, dès que la guerre finit, on dégage Churchill, qui a fait dire cette phrase merveilleuse que la force du peuple anglais, c'est qu'il a la capacité de l'ingratitude. Voilà. Et donc, c'est des moments où il faut s'adapter à ça. Après, ce qui est important, derrière cette vision du leadership, c'est la question des règles du jeu. Ce qu'on appelle la gouvernance dans l'entreprise, ce qu'on appelle le jeu institutionnel en France. Et là encore, il faut relativiser les choses. En France, actuellement, la situation est considérée comme un drame parce qu'on vit dans un système qui est devenu parlementaire alors qu'il est construit pour être présidentiel. Et donc, il n'y a aucune culture du système parlementaire. Ce qui est d'une banalité affligeante et normale dans tous les pays européens devient en France un cas de crise absolue. On ne sait pas faire... D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de majorité et qu'il n'y avait pas d'alliance entre différents partis pour constituer une majorité. Dans tous les pays d'Europe, il y a des majorités qui se constituent. Elles dépendent de... Il n'y a qu'à voir en Allemagne. Ça change tout le temps en fonction du résultat des élections. Mais le principe, c'est qu'il faut trouver un mode de gouvernance. Bon, on le trouve. Ça prend du temps, d'ailleurs. Ils mettent 2 ou 3 mois avant de se mettre d'accord sur un programme. Et après, ils avancent. Et aujourd'hui, avec l'élection de Trump, on a quelqu'un dont la principale caractéristique, c'est l'incertitude absolue qui l'entoure. Et qui en fait une force
puisqu'il introduit cet élément-là vis-à-vis des autres chefs d'État. Donc vraiment, c'est très difficile de généraliser. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait effectivement qu'il n'y ait pas une déviance totale entre les règles du jeu, celles qui sont acceptées par la collectivité, qu'elles soient celles autour de l'entreprise dans son écosystème ou celles autour des institutions politiques, et qu'il n'y ait pas un décalage complet avec la façon dont le leadership est exercé. Puis après, il faut les mêmes qualités. Mais quand tu prenais les exemples des pays autoritaires, voire totalitaires, bon, là, on est dans autre chose. Là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce climat d'incertitude que tu as décrit relève aussi, on voit les défis qu'il y a à relever, mais c'est vrai que ce qui domine le concert des nations aujourd'hui, c'est quand même l'incertitude sur la confiance que les uns et les autres s'accordent. Aujourd'hui, l'ONU, qui était née de la Seconde Guerre mondiale avec l'idée que pour ne plus retrouver des situations type 1940-45, passer par un concert des nations, par l'ONU, aujourd'hui, l'ONU finalement fait un constat d'impuissance totale sur une régulation collective de défis qui sont de plus en plus collectifs. C'est-à-dire le climat, on voit très bien que l'ONU n'est pas audible, que les chefs d'État ne s'entendent pas, qu'il n'y a pas de confiance réciproque sur les mesures qui sont finalement indispensables pour relever le défi du climat. Et quant à ce qui est de la gestion quand même de cet climat un petit peu de guerre qui commence quand même à encombrer l'atmosphère, parce que finalement toutes les générations qui ont connu la guerre de 40, etc., sont mortes, tout ça est révolu. Donc quand on fait la somme des conflits aujourd'hui, même si certains disent qu'il y a moins de jours de conflits qu'au temps de la guerre froide, voilà, on sent bien qu'il n'y a pas forcément un concert des nations qui inspire confiance pour trouver des solutions à des défis globaux. Voilà, c'est ça qui me semble être... Finalement, puisque le thème c'est la confiance et l'incertitude, aujourd'hui on n'a pas forcément confiance dans ceux qui sont chargés de relever les défis qui se posent de plus en plus globalement. Passé ce premier panorama, je vais donner la parole à nos valeureux étudiants qui ont préparé tout un tas de questions. Soyez sévères, soyez durs. Alors, qui va prendre la parole en premier? Vous vous présentez et vous présentez l'école aussi, peut-être, dans laquelle vous êtes. Ouais. Bonjour, je m'appelle Théo Leyer, je suis étudiant au CELSA. Vous avez pas mal parlé d'anticipation au niveau d'outils et de méthodes en temps de crise. Je voulais savoir, en l'occurrence, comment est-ce que, quand on est dans le temps de crise, comment est-ce qu'on sait si notre outil ou notre méthode est bon ou bonne? Comment est-ce qu'on sait qu'on va dans la bonne direction, qu'on tient le bon cap, ou à quel moment est-ce qu'on se dit là je dois faire des ajustements et je dois changer certaines choses? Voilà. Je pense que Marie va répondre en premier. Je ne sais pas si je vous déprime tout. En fait, on ne sait pas quand on démarre. On ne sait pas si ça marche, si ça ne marche pas. En fait, je repense à Covid et au début du Covid. On ne sait pas, et on voit bien qu'on s'est cherché à la fois au niveau politique et puis dans l'entreprise. On ne savait plus que c'était possible de fermer les frontières, on ne savait plus que c'était possible de pouvoir s'enfermer chez soi. Donc il y a un certain nombre de choses où il faut accepter et embrasser le fait qu'on ne va pas forcément savoir. Et se détendre face à ça pour justement être capable d'être plus à l'écoute des différents signaux faibles pour pouvoir s'adapter. Après, on a quand même des méthodes, et nous, ce qu'on aime bien, c'est des méthodes de scénario, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un scénario qui nous paraît être un scénario central avec un certain nombre de caractéristiques, et ensuite on va se dire what if, donc, et si, et là on va aller sur des extrêmes, et si on passait dans un cas extrême très positif et très négatif, et là ça va nous permettre de regarder un peu l'ampleur de ce qui peut être possible. Il y a le what if et puis le what do we need to believe. Excusez-moi pour les anglicismes, mais c'est qu'est-ce qui se passe si et qu'est-ce qu'il faut que je croie pour que ça se passe. Et ça nous permet à la fois de définir un scénario et de comprendre les sous-jacents, en fait, les hypothèses qui font que ce scénario va être possible ou pas.
pour que quand on rentre dans la crise ou simplement dans l'avenir, on puisse aller voir est-ce que ces éléments-là se sont réalisés et aller capter tous ces signaux faibles pour comprendre vers quel scénario ou quelle partie de scénario on s'oriente. Mais il y avait une question autour de les capteurs, on sait que les données ne sont pas bonnes, etc. etc. C'est là où ce qui est difficile, c'est l'ajustement. C'est être en permanence, de plus en plus, en fait, on va aller chercher à capter des données réelles. On n'est plus sur une temporalité de 6 mois à 1 an, on est sur des temporalités, quand on est dans une crise, c'est quotidien. Et là, il faut avoir cette capacité à se recaler par rapport à ces différents scénarios. Et je reviens, et vous l'aurez compris parce que c'est ma conviction, je reviens sur le fait qu'il faut avoir des équipes du coup multidisciplinaires, complètes, pour que chacun puisse apporter sa perspective, la confronter et naviguer dans cette incertitude. Peut-être un mot rapide, Bernard. Oui, là encore, les situations sont différentes si on se met du point de vue de l'entreprise ou du point de vue de la politique. Mais par exemple, du point de vue de l'entreprise, il faut faire attention du fait que tous les indicateurs peuvent être au vert, c'est-à-dire que le cours de l'action monte, les bénéfices s'engrangent, etc. Et c'est à ce moment-là que l'entreprise est en train de se planter. Et elle est d'autant plus en train de se planter qu'elle ne voit pas que à côté, là, il y a une start-up qui est en train de disrupter complètement le modèle et ils sont dans l'ivresse du truc. Donc la question de la perception des bons, effectivement, la capacité d'adresser les critères, d'anticiper aussi, de regarder les choses. Par exemple, on sait que dans 3 mois, l'arrivée de Donald Trump va bilatéraliser les relations avec les différents pays. Bon, donc, quelles conséquences ça a pour les entreprises ou pas, et pour les gouvernements. Et puis après, il y a la question de savoir si le leader, en tout cas qu'il soit collectif ou individuel, écoute. On a des tas d'exemples, notamment en France, d'entreprises dans lesquelles il y avait certainement des tas de gens intelligents qui disaient les choses, mais simplement un dirigeant qui n'écoutait personne. Alors c'est vrai en politique aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. T'as des noms ? Et dans l'entreprise. Bon, je sais pas, comme ça. Et là, on a un très bon exemple ensuite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on fait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir bien identifié les choses, après il y a la question de savoir comment on fait. Margaret Thatcher disait toujours quand les gens arrivaient dans son bureau, ils disaient « Ne me dites pas ce que je dois faire, je le sais déjà, dites-moi comment ». Et le problème, c'est effectivement comment. Et là, on a un exemple concret, magnifique sous les yeux. Regardez le rapport Draghi, qui est absolument la quintessence de l'intelligence et de l'expérience sur une situation. Analyse, on peut discuter ici ou là, mais une analyse globalement pure et parfaite. Voilà. Sauf qu'on ne voit absolument pas comment on va faire entrer en application les recommandations très concrètes du rapport de Mario Draghi. Et chaque jour qui passe nous démontre plutôt que, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas développer ici, on ne répond pas du tout à ça. On a eu d'ailleurs la même chose sur le climat à l'époque où le vice-président des États-Unis avait dit tout ce qu'il y avait à dire sur la question il y a 30 ans, et que, il était juste vice-président des États-Unis. Bon, c'est pas rien quand même. Et il était un très bon communicant. C'est presque rassurant par rapport à Trump, puisque quand Trump, alors, dans son précédent mandat, décide de ne pas ratifier l'accord de Paris sur le climat, d'une certaine manière, dès le lendemain matin, les entreprises, les États, les villes disent nous, on va relever le gant. Donc il y a peut-être aussi un amenuisement de la puissance publique. C'est un gant qui a moins de poids quand les États-Unis se retirent du jeu. C'est vrai, mais bon, quand la Californie, qui est 5e puissance mondiale, décide d'y aller, elle y va. Bon, pardon, simplement je ne pour participe dire pas au débat. Une crise peut être une chance. A évoqué le Covid. Dans cette université, on nous a annoncé le jeudi à 20h que les cours seraient supprimés. Ils l'ont été pendant 1 an et demi. On n'avait aucune pratique des cours en ligne. En 1 semaine, toute la communauté, sans formation, a adopté, et l'intelligence de nos services numériques, à Paris 1, ça a été de nous laisser le choix entre plusieurs outils. C'est-à-dire, ils n'avaient pas fait un marché avec un outil, ils en avaient offert, et puis tout le monde, je ne veux pas faire de la pub, mais tout le monde a pris Zoom. Voilà. Et ça a été réglé comme ça, une capacité à basculer dans le télétravail,
en une semaine. Donc il faut bien voir que, alors je ne dis pas qu'aujourd'hui il faut uniquement faire du télétravail et des cours en Zoom, c'est pas, parce que ça a un effet aussi induit qui est la solitude étudiante et qui devient d'ailleurs un problème pas seulement étudiant, la solitude dans la société. Parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très seuls. Voilà. Voilà, donc c'était pour dire qu'une crise peut... C'est un vrai vocabulaire d'entreprise, tu mériterais de bosser au BCG. Alors, je veux continuer avec toi. Non, avec toi, pardon. Alors, présente-toi. Et si c'était possible, parce que je vois que le temps file, et puis je voudrais aussi laisser la parole à la salle, que tu poses une question à une seule personne, c'est jouable ? Pas de problème. Cool. Donc du coup, bonjour, Nicolas Eudes, Epitech Paris. Et donc, j'aimerais poser une question pour vous, Bernard. On a beaucoup parlé d'incertitude, on a beaucoup parlé de gouvernance. Donc je me posais la question, comment construire une vision commune dans une société où l'incertitude divise souvent ? Bonne question. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont les certitudes qui divisent. Les incertitudes amènent plutôt à relativiser les choses, à faire preuve d'écoute, à s'interroger, à douter. C'est les certitudes qui divisent, parce que les certitudes, elles créent une espèce d'intransigeance. Et on a un autre paradoxe de la situation, Jean-Marie disait tout à l'heure, on n'a jamais eu autant d'éléments d'accès à la connaissance, de vision globale, on n'a aussi jamais eu autant d'instruments de désinformation de la connaissance. Et le risque aujourd'hui, l'une des caractéristiques du monde nouveau, ça c'est quelque chose qui pour le coup est neuf, c'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est globalement, quand à partir du moment ces réseaux sont construits, enfin, je vous incite tous à lire le livre d'Adam Poli qui s'appelle Les ingénieurs du chaos, qui est une chose absolument formidable, édité en poche récemment, donc ça introduit parmi les ingénieurs du chaos Mélenchon, donc voilà, et c'est à jour. On parle des Américains et ça continue avec les Italiens de Cinque Stelle et ça se prolonge ici. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont construits avec des algorithmes qui ne sont pas là pour donner l'accès à une information, mais qui sont là pour accéder à l'information de façon très directe. Pas seulement pour la presse des années traditionnelles, c'était une presse d'opinion en France dans laquelle vous lisiez ce que vous aviez envie de lire. Quand vous achetez l'Humanité, c'était pour lire la vision du truc. Quand vous achetez le Figaro, c'était autre chose. Et les journaux d'avant, c'était pareil. Donc vous étiez dans votre sphère de confiance. Ce qui est le cas des réseaux sociaux, mais pas seulement. Parce que les réseaux sociaux sont faits pour vous créer, et c'est très bien démontré dans le bouquin, pour vous mettre en situation d'hostilité. C'est-à-dire qu'on vous passe directement tout ce qui va vous exaspérer. Parce qu'on sait que ça va vous exaspérer. Et ça crée la tension, ça crée la polarisation, et voilà où on en arrive. Et c'est un des éléments fondamentaux de ce qui crée la division. Puisque aujourd'hui, cette division qui est alimentée par ça et par le reste, et par les certitudes religieuses, les certitudes de toute nature, ça met en péril, quoi, non pas les régimes autoritaires, qui eux, justement, savent régler le problème, mais les démocraties. Et aujourd'hui, la crise des démocraties, c'est cette confrontation-là. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai bien répondu à votre question, mais je pense que c'est en tout cas à travers dans ce contexte que se crée la question de la confiance. Et la confiance, c'est effectivement d'arriver à avoir accès à de l'information fiable, mais qui n'est pas là pour vous instrumentaliser dans une direction donnée. Ça répond à ta question. Il y a peut-être un petit additif. Et comment du coup créer une vision commune dans tout ça ? Alors, il serait président s'il le savait. En essayant comment dire, vision commune. Est-ce qu'il y a une majorité silencieuse ? Je me permets de rebondir. Il y a une polarisation d'environ 30% de la société, mais il y a 2 tiers des gens qui sont... Ce qui est frappant, encore une fois, moi je pense que ça c'est vraiment le cœur de la crise démocratique. Il y a certainement des éléments qu'on pourrait transposer, Marie le fera sans doute au niveau de l'entreprise, mais au niveau si on prend celui de la gestion de la sphère publique, on voit bien comment tout ça remonte à une société polarisée comme on voit aux États-Unis. D'une certaine façon, je vais vous dire un truc qui m'avait beaucoup frappé. On discutait il y a 1 an avec le patron
du Wall Street Journal, et il y avait quelques personnes autour qui lui interrogeaient sur comment allait se passer l'élection américaine et qu'est-ce qu'il en pensait. Et sa réponse n'a pas été de dire je sais pas quoi, les républicains ceci, les démocrates cela, etc. Il est parti en disant 70% des armes aux États-Unis sont détenues par des républicains. Pour un débat sur la démocratie, c'est quand même une façon intéressante d'ouvrir. Enfin, c'est un angle particulier quand même. C'est pour vous dire qu'on était vraiment dans l'état d'esprit de société clivante, clivée, et dans lequel il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Et l'autre est l'ennemi. Alors en plus, c'est c'est pas du tout la tradition américaine, et puis c'est dans le bipartisme, ça peut créer des dégâts considérables. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Alors comment on fait? On essaye d'inspirer confiance en disant des choses justes. Ça marche ou ça marche pas. Il y a aussi une prime à la provocation et dans la démocratie qui fait que si on veut être entendu, capter l'attention, on a intérêt à dire n'importe quoi, mais de le dire de façon, moi je veux dire, les partis politiques qui s'est quand même spécialisé là-dessus, et pour créer le coup de projecteur. Et une fois et c'est comme ça qu'un certain nombre de gens accèdent qui partent de bas, arrivent à une notoriété, et ensuite éventuellement ils corrigent le tir ou pas. Donc voilà, je pense que l'empathie, la compétence, mais aussi la capacité de créer de la confiance, quand je dis créer de la confiance, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le leadership. Quand vous êtes à bord d'un avion qui ne va pas bien, vous préférez vous en fouter que le pilote soit un type un peu désagréable, etc. Vous voulez juste qu'il vous fasse atterrir. Rapidement, si on veut reconstituer un petit peu un socle commun, il faut peut-être revenir aussi à cette idée qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et qu'il y a un principe de rationalité, de critique. On peut dire effectivement, faire des déclarations transgressives, etc. On peut se nourrir de ces certitudes et d'une communauté de gens partageant des mêmes certitudes sur des mêmes intox, etc. Mais je crois que quand même, le débat public, c'est un usage commun de la raison. C'est ça la définition des Lumières, d'Habermas, etc. L'espace public, c'est un espace partagé de l'usage de la raison. Alors si évidemment on renonce à cela pour des communautés de croyances, de certitudes, et donc des communautés aussi de désinformation, alors à partir de ce moment-là, on sera à l'année zéro, si vous voulez. Et je pense qu'on est un petit peu dans la sphère des réseaux sociaux, un peu dans l'état que décrit Hobbes de l'état de nature, quoi. C'est-à-dire sans règles, où il suffit d'affirmer n'importe quoi et d'avoir beaucoup de gens qui vous suivent pour donner l'impression que c'est ça la vérité. Eh bien non. C'est peut-être un point de vue d'universitaire, mais enfin, l'enseignement... Oui, non, je crois que la raison est universelle, et qu'il n'y a pas à discuter là-dessus. 1 + 1 font 2. Et jamais 4. Je trouve ça très ethnocentrique de dire une chose pareille. Je plaisante. Tu voulais rajouter un mot, Marie? Non, moi, je peux juste dire, dans l'entreprise, il y a quelque chose qui, moi, me frappe, parce que j'ai grandi dans un milieu très industriel avec des chefs d'entreprise qui me semblaient, j'allais dire proches, mais peut-être que le mot le plus juste, c'est ouvert à la discussion avec les personnes au plus bas de l'échelle, j'allais dire sociale, de l'échelle de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui, avec la globalisation, avec la croissance extrêmement forte des entreprises, c'est probablement perdu. Mais tu disais, l'un de vous disait tout à l'heure, du coup, ça fait que certains dirigeants, tout comme certains dirigeants politiques, se retrouvent un peu seuls, manque de connaissances. Et moi, je vous encouragerais, vous étudiants, quand vous serez dans l'entreprise, quand vous montrez à des postes de direction, de toujours garder le lien avec la base, donc de provoquer ces échanges, et puis de laisser votre porte ouverte, parce qu'en fait, à nouveau, les personnes qui sont au contact et qui sont aux manettes de l'entreprise ont une connaissance extrêmement fine, extrêmement forte et précise de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe et de ce qu'il faudrait parfois faire. Et plus on remonte dans les corporates, moins cette information, elle peut s'échapper. Et tu le dis, la connaissance aujourd'hui, elle est à la fois partout
est pas aussi bonne que ce qu'elle devrait être. Et quand on vit les choses et quand on les expérimente, c'est quand même mieux. Et la deuxième chose, c'est que ça créera aussi une proximité dans le corps social, parce qu'on a beau avoir raison quand on est chef, si on a raison contre tout le monde, bon, c'est un peu compliqué. Donc il faut aussi embarquer, il faut éviter la condescendance qu'on peut avoir quand on pense véritablement avoir raison. Il faut comprendre l'autre, avoir la bienveillance de se dire qu'il a aussi cette intelligence de compréhension des situations, comprendre pourquoi il n'est pas d'accord avec vous. C'est pas facile, mais il n'y a que ça pour pouvoir embarquer l'ensemble des personnes de l'entreprise autour d'un projet commun auquel ils vont adhérer et auquel ils vont se sentir, avec lequel ils vont se sentir engagés et fiers d'y aller. Parce qu'en fait, l'énergie, elle est là. On est dans des périodes d'incertitude, mais il n'y a jamais eu autant d'énergie, de passion, d'envie d'en découdre, j'ai envie de dire. Mais seulement, il faut qu'il y ait un projet commun où chacun y trouve sa place, chacun y trouve son compte. Et dans l'entreprise, c'est extrêmement important, je pense qu'en politique aussi. Mais l'écoute, parler d'empathie, ce projet commun à construire ensemble, il est extrêmement important. Merci. Notre question, c'est à toi. Oui, bonjour. Jean-Baptiste Debizet, Iptech Paris. Donc moi, j'aurais une question pour Jean-Marie. Et c'est dans quelle mesure les expériences historiques peuvent suffire à éviter les catastrophes imminentes dans nos sociétés? Cette question est à laquelle je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre. Mais tu vas quand même répondre. Oui, mais je pense que je l'ai déjà dit, il y a des leçons de l'histoire, on peut essayer de... L'histoire ne repasse jamais les plats, hein, donc les circonstances sont toujours inédites. Ceux qui les gèrent sont toujours nouveaux. Donc on peut s'inspirer, tout en ayant toujours l'idée que la situation est inédite. Et jamais exactement la même. Et c'est là qu'on distingue ceux qui ont une forme d'intelligence de la situation et ceux qui ne l'ont pas. Donc il n'y a pas de recette, en quelque sorte, face aux crises. Il faut, je crois, faire preuve à la fois de réalisme et en même temps avoir quelques principes. Savoir que la situation n'est pas exactement la répétition. Alors je veux bien qu'aujourd'hui on prévoit plein de situations de crise, etc., mais elles sont toujours un peu inédites et le scénario est toujours un peu imprévu. Le scénario est à écrire. C'est aux acteurs de prendre leurs responsabilités. Il y en a qui échoueront, il y en a en quelque sorte qui réussiront. Mais c'est vrai que plus on a quand même un petit peu regardé autour de soi et avant soi, plus on peut quand même éviter certains pièges. Ça, c'est important. D'où aussi une certaine forme d'humilité, de considérer que tout ne commence pas avec nous et que tout ne s'achèvera pas avec nous. L'autre principe, c'est qu'il ne faut quand même pas trop aller... il faut à la fois faire preuve de réalisme, mais avoir quand même quelques principes chevillés au corps. Ça, je crois que c'est très important, parce que sinon, au nom du réalisme et du situationnisme, en quelque sorte, vous pouvez tomber dans la catastrophe. Voilà, je crois que réalisme... et puis quelques principes. Je pense que Pétain, en signant les accords en 1940, faisait preuve, à ses yeux, d'un certain réalisme, mais très limité. Et alors, pour ce qui est des principes, ils étaient abandonnés. Il aurait très bien pu décider de se replier en Algérie, en Afrique du Nord, de partir à Londres, etc. Donc, ouais, à la fois réalisme et en même temps, quand même, quelques convictions pour ne pas... être en quelque sorte un bouchon flottant au gré du courant et du vent. Merci. Une autre question, c'est à toi. Oui, bonjour, Hugo Bérivin, donc étudiant en ingénierie aérospatiale à l'IPSA Toulouse et en double diplôme avec l'Université de Cranfield. J'ai une question pour M. Spitz. Vous nous avez parlé tout à l'heure un peu de nos voisins européens, et je voulais savoir dans quelle mesure on s'inspire de nos voisins pour pouvoir gouverner, diriger et prendre des décisions. Voilà, d'abord, j'ai raté tout à l'heure une occasion. Alors merci de me donner une deuxième chance pour faire un peu d'exercice de publicité. C'est l'autogestion, ce débat, finalement. Non, mais de publicité pour les GRAC, puisqu'on a dit tout à l'heure, je veux dire, on essaie, une des façons aussi de créer de la confiance, c'est modestement à notre niveau de participer au débat, parce que c'est la qualité, effectivement, du débat démocratique qui fait la qualité de la démocratie. Et donc, voilà, donc je dis ça, ceux qui veulent s'inscrire au GRAC, vous allez sur le site, il n'y a pas de problème. La réponse à votre question, elle est très simple. On ne porte aucun intérêt
à ce qui se passe à l'extérieur. Sinon, ça se saurait. Il y a une espèce d'autisme. Alors, je ne sais pas si je ne vis pas assez dans toutes les sociétés européennes pour savoir s'il est partagé à ce point, mais en France, on a une capacité à ignorer délibérément ce qui se passe à côté qui est quand même frappante. Et au niveau européen, alors, il y a le problème du choix collectif. Bon, alors avec la difficulté qu'un choix collectif, ça demande de faire preuve d'un esprit collectif. Donc, une des façons aujourd'hui de répondre aussi à la question de tout à l'heure, ce serait de se dire que l'idée européenne, dans le monde d'aujourd'hui, se retrouve sa trace, sa trame, son enthousiasme. On sent bien que dans les sociétés un peu amorties, et de la nôtre en fait partie, l'idée européenne qui était porteuse de tant d'enthousiasme il y a quelques décennies, aujourd'hui, elle stagne. Et c'est les pays les plus neufs, ceux qui aspirent à l'Europe, qui sont encore enthousiastes et qui aspirent à ça. Mais cette dynamique, elle est quand même très, très ralentie. Et c'est évidemment que c'est un élément d'inefficacité complet. Mais quand on regarde donc la difficulté collective, c'est de se mettre d'accord. Par exemple, aujourd'hui, en matière de politique industrielle, puisque c'est un sujet qui vous concerne directement, on compare ce que font les Américains avec la DARPA avec ce que font les Européens. La DARPA, en 2 mots, c'est la DARPA, c'est la une R&D agence militaire, quoi. Pardon ? C'est de la R&D militaire. La quoi ? De la R&D militaire. Non, pas seulement militaire. Pas seulement militaire, ça va. C'est de la politique industrielle, technologique, au sens large. Ça couvre l'ensemble des innovations technologiques, mais ça le fait d'une façon très différente de nous. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup plus d'argent, parce qu'en plus, il y a beaucoup plus d'accès moyens financiers, mais surtout, ils font des choix. Et ils s'y tiennent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent sur quelques sujets, mais dès que ça foire, et même à des sujets sur lesquels ils ne savent pas très bien comment ça va déboucher. Mais dès qu'ils sentent que ça passe pas, ils arrêtent immédiatement. Nous, si on fait un projet, je n'ose même pas dire français, parce que les sommes sont tellement ridicules que ça fait pleurer, mais européen, une fois qu'on aura, après 2 ans de palabres, s'être mis d'accord sur un budget global qui sera évidemment du 10e des Américains, commencera des nouveaux palabres pour dire que, oui, mais non, les Français, on en veut 10%, 20% ici, etc. Et on partage tout, et on fait de l'émiettement, et donc on n'arrive à rien. Les Américains font des choix. Ça, c'est une façon de travailler collectivement qui n'est pas la nôtre. Après, il y a simplement ce que font toutes les entreprises, hein, c'est du benchmark. Comment les problèmes du climat, les problèmes des retraites, les problèmes de tous les sujets qui se posent à nous, ils se posent aux autres, hein, pas de façon, et personne n'est forcément génial. Moi, il y a un sujet qui m'avait beaucoup marqué, parce que les assurances, et qui est un petit sujet en ce moment, enfin depuis une trentaine d'années, c'est les retraites. Bon. Michel Rocard avait fait un livre blanc sur les retraites, et en gros, tout est dedans. Hein. Parce que l'avantage de la démographie, c'est que vous savez, on sait aujourd'hui combien de gens qui sont nés aujourd'hui auront 20 ans dans 20 ans. Vous voyez, ça c'est aux accidents près, c'est assez crédible. Sauf la fin du monde, évidemment, mais dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de gérer les retraites. Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin du monde si on considère le régime des retraites. C'est-à-dire qu'on est depuis plusieurs décennies avec un phénomène démographique qui fait que les gens vivent de plus en plus longtemps, rentrent sur le marché du travail de plus en plus tard et en sortent de plus en plus tôt. Donc, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, pardon Marie, pour savoir que ça tient pas. Ça ne tient pas, pourquoi ? Parce qu'on est dans un régime de répartition, c'est-à-dire qu'on prend tout l'argent qui est à un moment donné versé et on le partage entre les retraités. Donc tant que la démographie était celle de l'après-guerre, ça se passait très bien, et aujourd'hui ça se passe de plus en plus mal, et ça se passera de plus en plus mal. Bon, mais c'est pareil partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un pays très intéressant, c'est le Danemark. Le Danemark, ce n'est pas un pays de droite. Les sociodémocrates ont été au pouvoir l'essentiel du temps depuis la guerre. Et les sociodémocrates, quand ils sont arrivés au pouvoir, parce que là, ils avaient perdu le pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir dans les années 90, et ils se sont dit, mais il y a un truc qui ne va pas, parce qu'on est dans un régime très largement de répartition. De répartition. Et donc, c'est désastreux pour les générations à venir. Parce que le gâteau va se réduire de plus en plus, et il y aura donc de moins en moins d'argent pour financer les retraites de ceux qui travaillent aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes. Donc ils ont dit, l'objectif des sociodémocrates danois, ça a été car ce ne sont pas des choses où on appuie sur un bouton, ça prend du temps, ils se sont dit, il faut qu'on arrive à faire que la part de capitalisation dans le régime des retraites au Danemark, qui était très faible, qui était de l'ordre de 5, 6, 7%, passe à 20 ou 25% dans les 10 ans. Et ils l'ont fait. Parce qu'ils considéraient que c'était une injustice vis-à-vis des générations futures, et qu'en plus, le système allait exploser.
C'était un régime de gauche. En France, dès qu'on me dit le mot capitalisation, évidemment, c'est un mot de droite. Eh bien, je pense que peu de gens dans la salle le savent, donc juste pour vous donner surtout les jeunes, hein, pour vous dire qu'il va falloir réfléchir. Les Danois étaient choqués du fait que c'était que 7-8% le régime de capitalisation. En France, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, sur 100 € versés chaque année au titre des retraites en France, combien d'euros viennent de la répartition ou de la capitalisation, comme vous voudrez. En France, c'est entre 2 et 3. C'est-à-dire que c'est 97% de répartition. Et encore, sur la capitalisation, c'est essentiellement la préfond, c'est-à-dire que cette espèce d'horrible machine capitaliste infâme qu'il faut brûler sur le bûcher de la démocratie est en fait réservée aux fonctionnaires. Donc voilà. Donc, un peu de propagande ne fait jamais de mal. Et ça fait 30 ans qu'on le sait et on ne fait rien. Et les Danois l'ont fait. Toute l'Europe a une répartition, enfin une partage, répartition, capitalisation très différente de la nôtre. En Angleterre, c'est 50-50. En Allemagne, c'est 75-25, etc., etc. En France, c'est 97-3. Voilà. Donc ce système, il est en place et tout le monde s'en fiche. Et c'est un système qui va massacrer, si on le maintient comme ça, les retraites pour les jeunes. Ils iront ailleurs. Jean-Marie, un mot très rapide, oui, très parce qu'on prend du retard. Pour reprendre cet exemple de la démographie, on a des connaissances. Dans une certaine mesure, la démographie, c'est une science de la prévisibilité. Et on n'en fait rien. La preuve, on a une population qui vieillit, on n'a jamais eu aussi peu de médecins. On n'a pas anticipé le fait qu'on avait un vieillissement de la population. Et aujourd'hui, je crois que on n'a jamais eu aussi peu de médecins dans nos universités, ce qui fait qu'il y a énormément de déserts médicaux, etc. Il va falloir du temps pour que ça remonte, mais voilà quelque chose qui était prévisible, et donc c'est pas de l'incertitude. Et pourtant, il y a une crise. C'est parce qu'on n'a pas su écouter, qu'on n'a pas su anticiper, parce que peut-être que le temps politique est un temps court, là où finalement il y a des choses qui doivent être anticipées longtemps à l'avance. Garance, une dernière petite question du panel, et ensuite, mesdames, messieurs, je vous donne la parole, c'est promis. Ils sont très bavards aujourd'hui. Hein. Donc Garance de Borde, étudiante à Sorbonne Université en philosophie. Ma question est simple, vous avez évoqué tout à l'heure la multiplication des crises actuelles. Quelles sont donc les priorités actuelles et comment éviter une poussée démesurée des intérêts particuliers, qui est quand même une réaction naturelle due de quelqu'un qui veut juste sauver sa peau en temps de crise. Voilà, merci. Comment on fait pour que ce soit pas obscien, comme on l'a dit tout à l'heure? Peut-être, Marie, comment on fait pour que ce ne soit pas la compétition de tous contre tous et qu'à la fin, tout le monde soit perdant, hein? C'est un peu ça. C'est une question... en entreprise, peut-être. Comment est-ce qu'on fait? Tu as le droit de déborder du cadre. Parce qu'en fait, moi, je me dis... Je pensais à ça et du coup, ça me donne l'opportunité de le dire. Il y a les gouvernements, les politiques... On n'a pas dit jusque-là quand même le poids de certaines grandes entreprises. Enfin, quand on regarde les capitalisations des entreprises de la tech, le poids qu'elles ont eu aussi dans l'élection de Trump, les entreprises, elles ont un rôle sociétal, elles l'avaient déjà avant, c'est pas nouveau, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Que vu le poids qu'elles ont, vu les capitalisations, vu les capacités d'investissement, elles ont une responsabilité sociale. En tout cas, c'est peut-être notre conviction d'Européens et d'Ancien Monde, mais il y a une conviction là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on est plus individualiste ou plus dans le collectif? C'est des choix individuels. Donc, il y a une croyance à avoir qu'on ne vit pas seul et qu'il faut avoir cette capacité collective d'entraînement. C'est un peu naïf ce que je dis. Mais néanmoins, il faut quand même se le dire. On est plus fort ensemble que tout seul et quand on est contre. Et même des pouvoirs autoritaires, à un moment, il y a quand même des déviations, mais ils sont arrivés aussi là, pas tout seuls. Donc il y a des directions à donner collectivement, et il y a quand même cette croyance, et je vous encourage à la garder, qu'ensemble, on est plus fort.
Ensuite, chacun doit... tu parlais de principes, j'aimais bien ça. C'est-à-dire qu'on a tous des convictions, des valeurs, des principes intérieurs qu'il faut garder. Parce que même des très grosses entreprises, la taille aujourd'hui n'est plus, j'allais dire, signe extérieur de richesse, ou n'est plus garant de la survie de l'entreprise. On peut penser à des combats comme Apple contre Nokia, on peut penser à des combats comme SpaceX contre Airbus, comme Tesla contre les grandes entreprises automobiles, qui étaient 10 fois plus Musk grandes. contre tout le monde. Musk contre tout le monde. Alors, sans l'aspect politique de Musk, mais quand même cette croyance de dire comment s'est construit SpaceX et comment s'est construit Tesla, il faut quand même que vous regardiez ça. Il y a eu cette vision, effectivement, de Musk, mais surtout cette volonté de faire autrement, d'utiliser la technologie autrement. Tu citais DARPA, on peut citer BARDA, enfin il y a plein d'agences aux États-Unis qui veulent aller chercher la disruption technologique. Et le collectif. Tesla, SpaceX, c'est avant tout un collectif d'ingénieurs qui se disent qu'ils vont y arriver ensemble. C'est pas juste quelqu'un qui porte. Donc on a plein d'exemples en fait de collectifs qui fonctionnent. Et là où ça part en vrille, si je peux le dire de manière simple, c'est quand on a un chef qui s'isole, qui du coup n'écoute plus en fait ces signaux faibles de disruption, ou bien quand il y a une désorganisation extrêmement forte de ce collectif qui fait que chacun part dans une direction opposée et il n'y a plus de lien. Et ça, il faut continuer de le croire. En entreprise, c'est hyper important. Parce que sinon, on dépense beaucoup d'argent pour assez peu de résultats. Et quand je dis résultats, ce qui compte en fait quand on investit, c'est soit de réussir, soit d'apprendre. Même quand on a dépensé beaucoup d'argent dans un investissement et que ça a raté, tu parlais de DARPA, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ça a raté, pourquoi cette techno ne marchait pas, qu'est-ce qu'on a appris sur les autres technos qui marchent et comment on se réoriente. Il faut toujours en tirer quelque chose. C'est très nietzschéen. Non, je vais donner la parole au public. D'un mot, juste pour dire, okay, il y a très quand bien, même, pour l'entreprise, il y a quand même aussi, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Marie, il y a quand même un truc qui s'appelle la concurrence. C'est-à-dire que la meilleure façon que tout le monde soit d'accord, ça s'appelle un cartel. C'est une entente généralisée, tout le monde est d'accord. C'est illégal. Il a décidé de provoquer ce matin. Illégal. Mesdames, messieurs, je vais vous donner la parole. Alors, c'est pas moi qui vous la donne en fait, c'est quelqu'un qui passe avec le micro. Bah voilà, vous l'avez. Bravo. Si, ça fonctionne. Justement, je vais rebondir. Est-ce que ça vous embête de vous présenter très rapidement pour nous dire d'où vous parlez, comme on disait tout à l'heure? Alors, enchantée, donc je m'appelle Lara, moi je viens du monde de l'entreprise. Je fais partie d'un réseau de chefs d'entreprise et je suis aussi très intéressée côté politique. Je viens de Saint-Ouen. Petit clin d'œil, voilà. Karim Bomran. Exactement. Et donc du coup, je vais rebondir sur ce que vous aviez dit, Marie, et sur ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis. Que pensez-vous du glissement des pouvoirs étatiques vers des futurs dirigeants des grandes entreprises, donc les GAFA, qui ont, eux, plus un cadre démocratique que nous, en ce moment? Alors, je ne sais pas si je dirais qu'ils ont un cadre démocratique plus fort que nous. Ce que je trouve intéressant dans le rôle que les entreprises ont à jouer, c'est qu'en effet, il y a un aspect pragmatique. Moi, j'aime bien la concurrence, mais pour l'émulation qu'elle crée, quand on a un bon concurrent face à nous, en général, ça nous pousse à être plus forts, ça nous pousse à nous poser plus de questions, ça nous pousse à être plus innovants. Et donc, les cartels, ça aide pas. Donc, avoir un bon concurrent face à vous, faut presque le remercier. Il y a des chefs d'entreprise, de manière assez touchante, qui s'écharpent sur les marchés et qui, en privé, pas vont être amis, mais vont se dire tu m'as aidé à être plus fort et à sortir de mon petit confort. Le point que l'entreprise doit garder, c'est ce point des valeurs, parce qu'effectivement, j'entendais un dirigeant me dire il y a cette semaine que quand ses études de finance démarraient par l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser le retour sur investissement de ses actionnaires.
bon, c'était un entrepreneur d'un certain âge qui réfléchissait à justement le fait qu'aujourd'hui, c'était assez touchant parce que le fait qu'aujourd'hui, on dirait plus ça. Et donc, il faut que l'entreprise, elle n'oublie pas que son objectif, c'est pas juste le retour sur investissement, c'est aussi ça. Ne me comprenez pas mal, parce que je ne veux pas aller contre le capitalisme. C'est aussi ça, mais c'est autre chose. Et si elles embrassent la diversité, justement, de ces objectifs, de sauver la planète aussi, de sauver les individus, de maintenir une richesse collective qui est importante pour qu'on maintienne un corps social important, effectivement, elles ont un rôle à jouer. C'est une question pour moi sur l'avenir. Est-ce qu'effectivement, ça va se passer comme ça ou est-ce que ça va se passer autrement? Bernard, toi qui incarnes l'aile droite de ce débat. Non, sur la question de Lara, je pense qu'on est effectivement dans une espèce d'incertitude vis-à-vis de ce qui va se passer aux États-Unis, mais ce n'est pas aussi clair que ça. Parce que d'un côté, il y a Musk. Réponse courte, hein, s'il te plaît. Oui, mais il y a l'arbre Musk qui cache la forêt d'un truc plus compliqué que ça, en réalité. Trump a été élu par l'Amérique profonde. La petite Amérique, l'Amérique qui veut... Le capitalisme américain était partagé entre les deux. De toute façon, ils pensaient que c'était bon, quoi qu'il arrive. Mais quand vous lisez le bouquin de Vance, Monsieur Vance, c'est le vice-président des États-Unis, et à l'âge qu'a Trump, c'est pas totalement absurde d'imaginer qu'il puisse jouer un rôle. Bon, c'est une idéologie qui est très petite Amérique. Et aujourd'hui, les GAFA sont pas du tout rassurés sur ce qui va arriver. Il est très possible, vous savez que les grands conglomérats américains ont été démantelés toujours au nom de la loi libérale. C'était vrai pour les télécoms, ça a été vrai pour d'autres. Et on a pensé pendant un certain temps, moi le premier, que c'était sous le régime démocrate avec Biden. Il y avait une femme qui était très très engagée sur la lutte anti-GAFA, enfin anti-monopole, pour limiter le pouvoir des GAFA. Elle a d'ailleurs fait avancer l'administration dans ce sens, mais bon, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et donc on pourrait penser comme ça qu'avec les Républicains, le problème est réglé. Pas du tout, pas du tout. Moi je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut avoir une vision moins monolithique que de se dire bon, bah, ça c'est bon pour ils vont encore augmenter leur pouvoir. Il est possible que ça soit le contraire et que ce soit de l'administration Bob qui veut pour pouvoir, comment dire, protéger la start-up qui se lance dans le Michigan, dans le Wyoming, dans l'Ontario et qui veut pouvoir échapper à l'emprise des GAFA. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut être attentif là-dessus. C'est plus compliqué qu'il ne paraît. Merci. Alors, il y a le micro là. Il y a le monsieur qui lève le main depuis longtemps. Mais allez-y, posez votre question. Et monsieur, je vous jure, c'est vous après. Bonjour, je me décale pour que vous puissiez me voir. Merci. Donc, je suis étudiant ici et je dois dire que c'est une des premières fois que j'apprécie d'entendre du bruit dans la bibliothèque. Ma question était plus liée au thème de la conférence et au thème de la cité de réussite en général. Vous avez dit dès le début que les crises étaient moteurs d'innovation, en un sens, c'est-à-dire qu'elles forcent à du changement. Et donc ma question, c'est, assez délicatement, est-il possible de simuler une crise avant qu'elle arrive? Et dans quelle mesure est-ce que on peut avoir confiance en un tel phénomène? Et est-ce qu'il y a des exemples historiques de telles entreprises, de telles ambitions qui paraissent rationnelles? En fait, forcer dans une certaine mesure la contrainte pour se préparer avant que le chaos lui-même n'arrive. Voilà. Merci. C'est une très bonne question et c'est effectivement ce qui se passe, en tout cas dans les entreprises que je conseille, je le vois beaucoup et ça permet d'anticiper un certain nombre de problèmes qui pourraient se poser le jour J. Des problèmes de type partage de l'information, des problèmes de type d'accès à certains systèmes, à certaines données, des problèmes du type comment est-ce on construit et on crée les équipes qui vont permettre de résoudre un certain nombre de difficultés. Je pense que sur l'aspect sanitaire, Covid a beaucoup aidé à ça. Sur l'aspect technologique, on parle beaucoup de cybersécurité et donc il y a beaucoup de simulations qui sont faites autour de ces sujets. Il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, enfin de tout temps quand même, les entreprises ont essayé de chercher quels sont leurs risques, de les cartographier, etc. Aujourd'hui, c'est un sujet qui prend une ampleur, je trouve, encore plus forte. C'est pas juste pour le petit rapport annuel, pour dire à ses investisseurs et dans les réunions trimestrielles, investisseurs qu'on dit oui, j'ai bien cartographié mes risques, vous inquiétez pas.
c'est pour vraiment agir beaucoup plus fortement. Enfin, on voit ces crises climatiques, ces crises, l'aspect résilience de l'entreprise, des supply chains, d'accès aux matières premières, d'accès au capital, d'accès aux différentes personnes est essentiel. Et il y a de plus en plus effectivement de simulations pour pouvoir y remédier. Jean-Marie. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce qu'une crise qu'on a anticipée n'est plus une crise, puisqu'on a de toute façon le scénario pour la résoudre. Donc, ce n'est pas vraiment une crise. Une crise, elle suppose une situation inattendue où même les plans B ou les plans de secours, eux, n'existent pas. Et là, il faut improviser. Après tout, personne ne savait qu'il y avait un virus qui allait muter. Bill Gates, c'est très intéressant de savoir que comment ça a été le débat qui a été quand même lancé au Covid. On s'est aperçu qu'il y avait eu des déficiences. Il y avait des décisions qui avaient été prises quelques années auparavant pour ne plus commander de masques alors qu'il y en avait plus il y a 15 ans. Enfin, souvenez-vous des débats qui sont un peu lointains dans ma tête, mais où justement, suite à la crise qu'il y avait eu épidémique d'avant, on avait pris des décisions et puis c'est pas les bonnes décisions qu'on avait prises. Et donc, je pense que véritablement, si on veut pas qu'il y ait de crise partout, parce que vous savez, il y a un moment donné où tout est guerre, tout est crise. Non, les mots ont un sens. Un incendie, oui, c'est une situation, mais il y a un plan incendie, il y a des plans d'évacuation, etc. Donc, faut pas est-ce que des pays ont parfois fait des simulations de grandeur nature dans l'histoire du monde pour, Sans entrer dans l'histoire, il y a des entreprises qui font des exercices de simulation et qui peuvent se faire d'une façon comme un peu façon les wargames. C'est la théorie des jeux, c'est-à-dire que le dirigeant lui-même ne le sait pas. Vous avez des entreprises qui vous créent un scénario, on fait ça en général un jeudi, un vendredi, et à l'insu complet du dirigeant, et à un moment, tout pète. Les gens qui étaient dans l'avion avec toute l'équipe dirigeante s'est cassé la gueule, le cours de l'action, enfin bref, et il faut réagir. Et donc on entraîne des gens qui sont, et il y a des équipes derrière, de gens d'assez haut niveau qui, selon ce que fait l'équipe dirigeante dans la simulation, prennent des décisions pour. Voilà. Et donc c'est inspiré beaucoup des techniques militaires en fait. C'est donc. La prospective au point de départ, elle est militaire. Hein. Mais alors c'est vrai que ça ne répond. Ça, c'est des crises qu'on imagine qui puissent arriver, l'explosion d'une centrale nucléaire, l'empoisonnement de l'eau, bon, ou encore une fois l'entreprise qui est détruite dans son organigramme, etc. Après, il y a des crises imprévisibles, non prévues, et oui, et ça c'est autre chose. Il y a des crises imprévisibles, et il y a aussi le fait que la crise arrive, elle est là, et qu'on ne veut pas voir. Ça, c'est quand même important. Enfin, vous voyez bien ce qui s'est passé en Ukraine. Hein, les services de renseignement remontaient, certains pays y croyaient, d'autres, malgré la même information, ne voulaient pas y croire. Donc, si vous voulez, la crise, on peut la préparer, l'anticiper, auquel cas on peut la minimiser. On peut aussi, elle est là, mais on refuse de la voir parce qu'il y a une capacité d'aveuglement. C'est ce qui s'est passé aussi en France dans les années 36, 37, 38. Hein. L'Allemagne réarmée, mais on ne voulait pas voir. Donc je pense que le principe de lucidité, c'est parfois de voir même ce qui nous dérange. Et ça, c'est probablement ce qui, dans la tête des dirigeants, est le plus difficile à accepter. Devoir voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Et même si je peux dire, pour l'historien que je suis, à partir du XVIe siècle, on a des ambassadeurs. Eh bien, ne croyez pas qu'une relation d'ambassadeur, c'est une relation objective de ce qui se passe sur le terrain. L'ambassadeur, il envoie à son souverain la petite musique que le souverain a envie d'entendre. Et les services de renseignement font parfois pareil. Monsieur, enfin, promesse tenue, je vous en prie. Ouais. Alain Guédon, j'étais patron de l'innovation à l'Institut Pasteur. Bernard Spitz nous a rappelé ce qui devrait être une évidence et qui ne l'est absolument pas, c'est que les certitudes sont ce qui nous sépare et pas les incertitudes. Et si je prenais une métaphore de nos sociétés démocratiques avec les réseaux sociaux, le biais de confirmation est exactement cela. C'est-à-dire qu'effectivement, je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Donc, on renvoie systématiquement aux politiciens qui nous mentent.
c'est vrai, les mensonges des politiciens dans toutes les conférences auxquelles j'ai assisté sont pointés. Donc on renvoie effectivement le mensonge des politiciens pour détruire la confiance, mais est-ce que ça n'est pas nous qui nous recherchons plutôt, et depuis longtemps maintenant, les adhésions plutôt que les confiances? Et si on est vraiment dans un processus d'adhésion systématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que on revienne à des dirigeants qui nous disent la vérité? Waouh! Par exemple, Édouard Philippe, au moment du Covid, avait dit qu'il ne savait pas et tout à coup, il a pris 10 points dans les sondages. C'était quand même bizarre comme moment. Par rapport à ce que tu disais, Marie, sur cette espèce de certitude, j'allais dire, pour donner un mot à la mode, de virilisme dans la gestion du pouvoir. Il y avait peut-être quelque chose là Il y a une recherche d'authenticité, si j'ose dire, d'exemplarité. En fait, dans le dirigeant, il y avait une question qui peut-être arrivera autour de comment, effectivement, on donne confiance à l'ensemble des parties prenantes. Alors, il y a la communication, on n'en a pas forcément parlé jusque-là, mais communiquer. Alors après, communiquer trop ou pas assez, c'est toujours un subtil équilibre sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Mais cette communication, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée quand même expliquer, elle est censée guider et elle est censée engager les gens. Et là-dedans, plus on a une authenticité, plus on voit qu'on a un chef, un leader qui vous dit ce qu'il est capable de vous dire, mais vous savez qu'il va être là, qu'il a mis en place une certaine méthode, un certain processus pour essayer de sortir de cette crise, qu'il est à l'écoute, qu'il est empathique, et qui donc il est authentique, qui ne va pas vous abandonner. Parce que qu'est-ce qu'on cherche d'un leader au moment de la crise? Et tu faisais le parallèle avec les militaires. On a envie qu'il soit là et qu'il essaye de faire de son mieux. Éventuellement, il gagne. Mais avant toute chose, qu'il fasse de son mieux, qu'il se donne les moyens pour réussir. Et en entreprise, c'est pareil en fait. On se met les moyens, on s'entoure des meilleurs, on va tout faire pour y arriver, pour s'en sortir. Il faut avoir une certaine lucidité. Et après, cette confiance, elle est, je pense, elle s'auto-entretient. C'est-à-dire que plus ce leader va agir avec authenticité, plus aussi les gens vont lui redonner. C'est pas simple, mais parce qu'il y a une humilité à avoir, à accepter cet aveu de faiblesse, qui rend plus fort. Hein. On est dans toutes les concepts de leadership, je dirais, moderne, si je peux dire. Il y a cet aspect aussi d'ouverture, d'aveu de faiblesse, de compréhension. C'est un sport d'équipe, on va y aller ensemble, on ne sait pas tout, et c'est pas simple, mais je pense que c'est utile de se le rappeler. Le mot de la fin pour vous deux, parce que le temps file, hein, je suis désolé. Ah, il y a une question là. Bon, alors une petite question, d'accord, allez. Allez, j'ai un dernier micro. Merci beaucoup. Donc, quand on a le micro, on a le pouvoir, hein, donc allez-y. Exactement, je prends mes responsabilités. J'aimerais revenir sur des propos qui avaient... Qui êtes-vous? Pardon, excusez-moi, je m'appelle Antoine, je suis étudiant ingénieur d'ENSTA Paris et de l'Institut Polytechnique de Paris. J'aimerais revenir sur des propos et un constat qui a été fait par monsieur Jean-Marie Le Gaël et Bernard Spitz, qui est en fait le phénomène de l'élévation des opinions au rang de faits dans le débat public. On le voit beaucoup en Amérique, on le voit un petit peu en France qui émerge petit à petit. Je trouve personnellement que c'est dramatique. J'ai beaucoup d'étudiants autour de moi qui trouvent que c'est dramatique également. Comment, selon vous, peut-on endiguer ce phénomène afin de redonner leur valeur réelle et leur valeur rationnelle aux faits dans le débat public? Merci. Un mot par l'éducation. Oui, on peut l'applaudir, évidemment, on peut l'applaudir. Attendez, on est quand même dans un endroit de connaissance et d'éducation. Bernard, le mot de la fin est pour toi. Non, le débat, la qualité, encore une fois, du débat public. Et donc l'éducation, bien sûr, en fait partie. Après, pour en revenir et faire le lien avec la question de monsieur, bon, la vie politique, on est très critique, et c'est un métier de chien. Hein. Et ça aussi, redonner envie à des gens de faire de la politique est quelque chose, est un enjeu démocratique essentiel. On a un bon exemple, néanmoins, alors qui montre qu'à un moment donné, le leadership, c'est pas simplement la réaction à la crise. Revenons sur ce qui s'est passé en Ukraine. Le plan de Poutine aurait réussi s'il n'y avait pas eu un type qui s'appelait Zelensky, qui n'était pas du tout formé pour ça, et qui s'est révélé ce qu'il est. Les Américains ont proposé à Zelensky de le mettre dans le premier avion pour le protéger. Si c'était le cas, les Russes seraient à Kiev. Il a refusé.
On voit la situation aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi la réaction à une crise, la réaction de la société qui a su se générer sa réponse à la crise avec tout ce que ça implique de drame et d'incertitude. Mais néanmoins, voilà, moi j'y vois un facteur positif, c'est que quelque part, on a toujours les moyens de réagir et les sociétés arrivent à le générer. Mais ce qui est important, oui, c'est l'éducation, parce qu'il faut que la jeunesse, les jeunes, soient les forces de progrès et de réaction contre cette sentiment de l'opinion. Que l'opinion soit importante, c'est très bien, à condition de faire la séparation. Vous savez, les journaux américains, depuis toujours, séparent la rédaction entre les faits et l'opinion. C'est deux rédactions différentes, c'est pas les mêmes journalistes. Et effectivement, la confusion aujourd'hui fait que l'opinion a pris tout le pouvoir, et une opinion en plus trafiquée par les algorithmes des réseaux sociaux. Et ça, c'est ça qui est dramatique, je suis bien d'accord. Empathie, éducation, Zelensky, voilà comment on gouverne par temps incertain. Pardon pour cette conclusion un peu abrupte, mais c'est la fin de nos débats. Merci à vous trois, vraiment. Merci aux organisateurs, toujours parfaits de la Cité de la Réussite. Merci à vous, mesdames, messieurs, et un grand bravo à nos étudiants qui ont bien participé, bien préparé, bien posé des questions. Merci à vous, bravo. Et on compte sur vous, les gars, pour les générations futures. Salut.